Ça, c'est un problème parce que les mesures adaptatives, quand on parle justement de faire évoluer ça dans des milieux de travail, devraient être beaucoup plus créatives, devraient être beaucoup plus adaptées. Donc, si il y avait justement une boîte à outils, libre-service, un accès par défaut de plusieurs moyens élaborés et détaillés, on n'aurait pas ce processus-là à faire qui est aussi lourd pour l'employé que pour l'employeur, à des niveaux différents, bien entendu. Bienvenue au podcast Nuance-moi ça. Le podcast qui démystifie la neuroinclusion au travail, une nuance à la fois. Avec vos animatrices et nuanceuses Mélissa Saint-Louis et Fran Deloum. Bonne écoute! Bienvenue dans un autre épisode de Nuance-moi ça. Puis on est ben trop excités, Mélissa et moi-même, vos nuanceuses favorites autoproclamées, parce que on a une invitée extraordinaire qu'on a très, très hâte de vous présenter et un sujet vraiment, vraiment important et passionnant. Qu'en penses-tu, Mélissa? Moi, quand on parle de loi et de législation, je trouve toujours que c'est passionnant, mais je suis une bébête étrange par moment. Mais bon, ça passionne notre invité. Donc, on a Adèle Pilote-Babin, qui est notre avocat. J'adore que vous introduisiez le droit, la passion et l'excitation en même temps. C'est pas souvent trois mots qui vont ensemble. Je me sens complètement... Oui, je me sens complètement à ma place. J'aime ça. Merci les filles, merci. C'est des règles claires. On aime ça. On aime ça. On aime les lignes directrices dans lesquelles on peut vraiment focusser pour se diriger. J'aime ça. Voilà. Donc, pourquoi on t'aime autant? Mais parce que t'es extraordinaire. Merci! C'est normal le fun! On s'est rencontrés quand j'ai créé ma première entreprise en 2021. Oui. Tu m'as aidé à faire mon premier contrat. Puis là, quand on s'est mariés corporativement, on avait besoin de nouveaux contrats avec Nuance. Fait que là, on s'est rappelé. Puis là, ben après ça, on a continué à collaborer sur des choses vraiment cool. Vraiment cool. Donc, on a monté une belle formation, mais on va y revenir. Là. Mais présente-toi. Là. Qu'est-ce que tu manges en hiver? Qu'est-ce qui t'anime? Là? J'aime beaucoup la soupe, en hiver particulièrement, les potages. Non, je suis... C'est comme à quoi tu t'attends? Oui, c'est ça. Moi, je réponds, hein. Je réponds aux questions, c'est comme ça. Donc, je suis Adèle, avocate et stratège d'affaires. Hein. J'aime élaborer sur le titre et le statut parce qu'à un moment donné, oui, on est avocate, mais ce n'est pas que ça. Tu sais, moi, je travaille avec des entrepreneurs. Dans le fond, ce que je fais là, à proprement parler, c'est d'accompagner des entrepreneurs comme vous dans toute leur démarche juridique et stratégique, autant au niveau de la structure, de la sécurité, de la stratégie de développement, mais de tout ce dont vous avez besoin. Donc, tu l'as nommé, Mélissa, les contrats de service, la vulgarisation de vos obligations. Si vous avez de la sous-traitance à faire ou des employés, on va faire les contrats en conséquence aussi. On va gérer les RH. Donc, vraiment, je suis comme le conseiller, la conseillère juridique externe des petites, moyennes entreprises et entrepreneurs que je suis là à travers tout leur parcours. Donc, c'est super le fun. Puis, pour moi, c'est important de nommer quand même le côté stratège. Parce que pour moi, être avocate, c'est beaucoup plus que de rédiger un contrat ou de connaître les lois. C'est de plonger dans le projet entrepreneurial de mes clientes. Et je parle au féminin parce que la majorité de ma clientèle est féminine. Je dis toujours que j'attire des clientes et des projets qui me passionnent puis dans lesquels je parle en on. Là. Tu sais, des fois, moi, je parle à mes clientes. Bon, là, on va faire ça. Tu là, tu sais, c'est pas moi à proprement parler, mais je me sens comme investie. Là, on me dit souvent. Comment ne pouvait-on pas te présenter avec le mot passion? Je ne sais pas, Adèle. C'est ça, exactement. Donc oui, passion. Donc je fais ça depuis presque 15 ans. Je suis à mon compte. J'ai mon entreprise, j'ai ma boîte légale. Ça s'appelle la boîte légale. Donc c'est pas j'ai ma boîte légale. Des employés extraordinaires, aussi passionnés que moi, qui accompagnent là, vraiment avec humanité, avec passion, avec rigueur, là, vraiment tous les aspects juridiques. Et être ici aujourd'hui, pour moi, ça fait vraiment, vraiment partie de mon métier puis de ma mission parce que j'ai été chargée de cours, mais je donne beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences pour justement rendre le droit plus accessible, tu sais, vulgariser le droit, les obligations pour que donner une certaine autonomie aussi aux entrepreneurs qui doivent se familiariser avec leurs obligations légales, en fait. Effectivement. Puis là, c'est très transversal. Donc, tu sais, droit des affaires, droit du travail, c'est tes deux spécialisations. Puis, on accompagne souvent des plus grandes organisations, mais ça reste quand même un fait que, qu'on soit une PME, une micro-entreprise ou une grande organisation, on a des employés, on a des lois à respecter et les chances qu'on ait des employés qui ont un profil neurodivergent sont très grandes, on va se le dire.
Donc, la conversation qu'on a en On ce n'a pas moment... dire assurée. C'est ça, elle est transversale. Puis le projet qu'on avait collaboré ensemble, en fait, c'était une formation pour venir vraiment bien cadrer les responsabilités légales. Puis comment est-ce qu'on pouvait justement, dans ce cadre-là, trouver une façon plus proactive et créative d'être neuro-inclusif Oui. comme entreprise. Oui. Puis non, c'est vraiment une formation très, très, très nécessaire. Je cherchais le mot pertinente me venait en tête, mais nécessaire aussi parce que, bon, dans toutes les organisations, que ce soit une organisation, un OBNL, une association, une entreprise, ben comme tu le dis, Mélissa, on va avoir affaire avec des personnalités neurodivergentes et le mandat qui vous avait été donné, c'était un peu justement de venir voir qu'est-ce qui pouvait être intégré dans une organisation au niveau, oui, légal, mais au niveau aussi pratico-pratique pour pouvoir favoriser cette intégration-là et l'impact que ça allait avoir sur d'autres générations. Puis moi, c'est ce que je trouvais intéressant de démystifier. Hein. On avait beaucoup démystifié un peu les j'ai le mot bias, là, les billets, merci. Finalement, c'est le même mot en français qu'en anglais, juste avec un accent. Mais c'était un peu de venir démystifier ça. Parce que, donc, oui, il y avait le côté légal un peu plus rigoureux, mais la démystification sociale des préjugés était intéressante aussi dans cette formation-là. Oui, puis le point qu'on n'a pas... sur la petite note et qu'on a dit qu'on fallait qu'on reparle, c'est le contexte aussi, c'est que dans plus en plus d'industries, de champs d'expertise, on entend parler de ce gap qui existe entre le milieu scolaire universitaire et le milieu professionnel. C'est à ça aussi qu'on a voulu répondre là, avec cette formation-là. C'est comment je traduis des mesures adaptatives qui ont été offertes dans des milieux d'apprentissage mais qui sont pas applicables telles quelles dans le milieu professionnel. Parce que l'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est en école, quand tu as un tiers plus de temps pour accomplir ton examen, ben ça se retranspose pas tout le temps de même dans le milieu de travail où il y a des deadlines, des délais sur lesquels tu n'as aucun peut-être pouvoir d'agir parce qu'il faut livrer, parce que d'autres mondes dépendent de toi, etc. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut pas dire que, ben, faut pas embaucher la personne qui a eu un tiers de temps de plus à l'école parce que elle pourra pas faire la job. Ça nous parle juste qu'il faut réfléchir cette traduction des mesures et de ce qui peut être mis en place. On parle des préjugés, on parle justement des bias, des billets, tu sais. Puis c'est vrai que ça peut faire peur, tu sais, pour un employeur ou on va parler plus large qu'un employeur, mais pour une culture de milieu. Moi, c'est beaucoup ça. Je réfère beaucoup à la culture de milieu. Donc, je vais prendre mon milieu à moi. Je suis avocate. C'est un milieu traditionnel, c'est un milieu conventionnel. C'est un milieu où on a l'impression que tout est un peu tracé d'avance, qu'il y a une façon de faire, ou du moins, bon, on va dire 2, 3, mais pas bien plus, tu sais, pour réussir, pour correspondre au titre, au statut, au niveau de performance requis, etc. Donc, effectivement, que le gap peut être grand entre ce qui a été accordé au niveau de l'apprentissage, donc le soutien, le suivi. Puis là, on parle de neurodivergence, mais même au-delà de ça, le suivi, l'accompagnement, etc. et l'autonomie requis et demandée et attendue dans la culture de milieu et la performance. Et donc, ça peut vraiment faire peur pour quelqu'un de moins informé, moins ouvert, moins... oui, on va dire informé, je pense, de voir, mais c'est quoi le pont, c'est quoi le lien entre ces deux cultures de milieu-là, puis ces deux réalités et cycles-là, comment on peut justement transposer ça et avoir un avocat qui correspond quand même, j'aime pas ça dire ça, mais je dis quand même aux normes de la profession, parce que ça existe, ça, l'attente des normes de la profession. Et malheureusement, si on n'y correspond pas et qu'on y diverge un peu sans faire de mauvais jeu de mots, comment dire, le préjugé va vraiment se renforcer là, sur la non-compétence potentielle de la personne. Ben, exact. Puis, tu sais, là, on parle de, comme tu dis, ça va au-delà de la neurodivergence. On pourrait se dire un profil plus introverti. A-t-il d'affaires à être une personne avocate? Je veux dire, la compétence peut être tout à fait là, que tu sois une personne plus introvertie ou pas, mais par contre, ça peut faire peur autant pour la personne introvertie qui se dit est-ce que je peux rentrer dans ce milieu-là, que dans le milieu qui pourrait avoir des a priori sur ta personne parce que t'es pas affirmé d'emblée et à l'aise de prendre parole. Effectivement, les préjugés sont vécus de part et d'autre, dans le sens où on crée des barrières où les personnes pourront pas rentrer dans le milieu, mais les personnes vont peut-être elles-mêmes s'exclure d'un milieu parce qu'elles pensent qu'elles
qui fitteront pas. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Tu sais, là, j'ai parlé de la boîte légale où je fais de l'accompagnement avec les entrepreneurs juridiques, mais j'ai un autre pan aussi de ma pratique qui s'appelle les consoeurs. Puis j'accompagne justement des femmes professionnelles dans toute leur conciliation de vie. Ouais. Donc, je fais du mentorat, du coaching, des cohortes, des masterminds à des femmes qui appartiennent à des ordres. Donc, évidemment, j'ai beaucoup d'avocates, de notaires, mais j'ai aussi des psychologues, des ingénieurs, des comptables, etc. Et c'est des femmes qui, justement, ne veulent plus, ne peuvent plus naviguer dans cette culture de milieu-là très conventionnelle et qui ont envie d'être et de faire autrement tout en gardant leur titre et tout en respectant leur code de déontologie et en naviguant là-dedans. Et moi, j'ai réussi à me créer une pratique assez marginale, mais tout à fait prospère et tout à fait rigoureuse et professionnelle. Et donc, je donne mes trucs et astuces et on s'inspire l'une et l'autre et tout ça. Et c'est souvent des personnes, on se rend compte, neurodivergentes ou du moins avec des profils un peu atypiques qui ne correspondent pas à la norme attendue du milieu juridique qui peuvent donc pas cadrer avec aisance, bien-être, facilité, épanouissement dans cette culture de milieu-là et qui doivent nécessairement trouver d'autres manières de faire et d'être pour naviguer avec compétence et bien-être dans ce. Donc, on explore d'autres manières de faire. Et c'est vraiment très, très, très intéressant, mais on se rend compte que la neurodivergence est beaucoup plus présente que l'on... Bien sûr que oui. Ouais, qu'on voudrait croire. Mais c'est ça, puis je voulais amener juste parce que là, on parle avec toi, tu parles de ta pratique parce que c'est ce que tu connais, mais juste pour illustrer que la conversation d'aujourd'hui s'applique à bien plus que le milieu juridique. Ah oui. Tu sais, on va parler de ces traductions de mesures, on va parler de ces préjugés, mais parce que je l'ai entendu... Pour des personnes avec un profil 10, par exemple dyslexique, on va souvent avoir des a priori sur leurs compétences de communication, de rédaction, de storytelling. Et je l'ai entendu mot pour mot dans des organisations, donc des firmes de communication, de relations publiques, etc. Ah, mais on peut pas embaucher des personnes dyslexiques parce que elles ont pas les compétences. Un, c'est de la discrimination pure et simple. Deux, c'est ancré dans, comme tu dis, pour des personnes moins informées. Ces personnes-là avaient aucune mauvaise intention dans ces propos-là. Tu sais, je le sais, c'était vraiment l'association directe qu'on fait entre, profil 10 égale pas la compétence de communication, alors que, bien au contraire, chez les profils 10, on sait qu'il y a des fortes compétences au plan cognitif en termes de communication, de créer des liens entre les idées, de créer des histoires, de transmettre l'information. Ça fait partie des forces du profil, mais parce qu'on a des attentes, des préjugés ou qu'on donne pas les outils dans un monde qui va toujours plus vite, qui est toujours plus performant, productif, accéléré, on crée des barrières puis on décide que c'est un enjeu de compétence alors qu'en fait, pas du tout. Je fais la même analogie dans, tu disais quelqu'un avec un profil un petit peu plus introverti serait pas un bon avocat. Puis c'est vrai qu'on a l'image d'un avocat on appelle un peu un effet de tas, exubérant effet de toge, là, qui s'en va plaider puis que c'est une pièce de théâtre et tout ça, etc. Mais souvent, les avocats comme ça, qui sont dans l'effet de toge, dans l'exubérance, ont des grandes lacunes et, bon, je peux pas dire que j'en fais partie, mais on connaît nos forces, nos faiblesses, ont des grandes lacunes au niveau justement de la minutie, de la recherche, de l'analyse, de la synthèse, etc. Compétences essentielles. Des compétences essentielles. Moi, j'ai des amies avocates qui jamais ne pourraient aller plaider là, parce qu'elles sont terrorisées. Mais c'est les recherchistes, c'est les têtes analytiques les plus incroyables que j'ai vues de mon existence. T'sais. Donc, effectivement, on a une image de toutes les professions. Là. On parlait du milieu marketing, communication, etc. Puis, on oublie les autres compétences qui sont favorisées par un certain profil aussi. Puis, qui sont importantes et essentielles, qui ne sont pas des moindres compétences secondaires. Là, je veux dire... Là, c'est quelqu'un qui va faire de la recherche et de l'analyse là, quand tu parles de droit. Oui. Puis, pour continuer la conversation, en fait, j'aimerais ça ramener, parce qu'avec ce que tu mentionnes, avec les professionnels que tu accompagnes, il y a beaucoup de personnes neurodivergentes, justement, qui, quand on parle de précarité liée au profil, on parle de barrières d'accès à l'emploi qui génèrent de la précarité. On parle aussi de personnes qui doivent débourser pour aller chercher du soutien, que ce soit psychologique, que ce soit des coachs, que ce soit dans cette recherche-là d'outils. Puis ça sort de leur poche. Puis là, la conversation qu'on a aujourd'hui, c'est de voir, justement, dans le cadre législatif, comment est-ce que on peut, en société, chacun prendre part dans cette démarche neuro-inclusive pour que le fardeau ne relève pas de l'individu, mais qu'on puisse avoir un système qui se tient et qui puisse desservir les personnes. Puis on se tue à dire que c'est souvent des meilleures pratiques qui font
effet boule de neige ou une pierre plusieurs coups, puis de réfléchir à ça. Mais en termes du cadre légal, puis quand on regarde au niveau de la structure législative, principalement au Québec, en lien avec le handicap, la situation de handicap, c'est très réactif. Dans le sens où il faut que quelqu'un se dévoile, il faut que quelqu'un demande. À la limite, on sent qu'on quémande quelque chose pour avoir accès à des mesures adaptatives. Fait qu'on va venir un peu démêler ça, puis sortir de ce cadre-là pour voir justement en société, dans une vision plus de communauté, comment est-ce que chacun peut apporter adéquation pour enlever ce fardeau-là. Oui, parce que en ce moment, le fardeau existe. Là. Oui. En ce moment, Oui. comme tu dis, je trouve ça beau. Là. On a toutes des grandes visées de communauté puis d'inclusion et tout ça, mais en ce moment, dans le monde législatif, dans le monde du travail, ce n'est pas ce qui est établi. Et c'est pas... J'ai aimé ça quand tu as dit tout à l'heure, tu sais, les gens qui sont mal informés, c'est pas de la mauvaise foi. L'employeur qui n'est pas au courant ou n'applique pas certaines mesures qui pourraient être facilement intégrées à sa culture de milieu, à son milieu de travail, c'est pas par mauvaise foi, c'est pas... Mais c'est souvent un manque d'information, un manque d'ouverture plus souvent qu'autrement. Donc, effectivement, en ce moment, non, la législation n'est pas favorable à cette inclusion-là de salariés qui auraient des défis ou des profils autres, je dirais, effectivement. Fait que ça, on regarde un peu au niveau des différents paliers. Là, aujourd'hui, la conversation, c'est qu'on la concentre plus au niveau de la législation provinciale. Oui. Juridiction provinciale. Parce que là, il y a la juridiction fédérale qui est beaucoup plus accessible. En fait, les lois sont beaucoup plus avantageuses à cet égard-là. Mais là, pour aujourd'hui, on va se concentrer au niveau provincial. Oui. Puis de toute façon, on ne fera pas un cours de droit ici autour de la table aujourd'hui. On a toujours bien un podcast de 40 minutes. On a toujours bien un podcast. Non, puis tu sais, il faut que ça reste quand même... le but, c'est de rendre ça justement accessible, tu sais, puis que la personne qui nous écoute, bonjour auditoire, ait juste des bribes de réflexion, tu sais, pour ensuite pouvoir être informée elle-même, informer les autres ou réagir à une certaine situation. Ouais. Fait que, on part ça. Comment? Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est parce que je trouve ça intéressant que tu dises que le système actuellement, puis est-ce que c'est un système législatif et ou un système sociétal? Okay? Ouais. Parce que pour moi, bon, l'un s'imbrique dans l'autre, assurément. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore ce développement-là sociétal et de réflexion que les lois ne se sont pas adaptées? De toute façon, l'adaptabilité de la loi est très lente et longue. Là. Puis c'est pas parce qu'il y a une mauvaise foi là non plus, c'est parce que le système est construit comme ça et que c'est... Quand tu dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer un système? Ben, attendre et être patient. Oui. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que changer un système, si on pourrait parler du système d'éducation, on pourrait parler... Les systèmes sont à faire évoluer et à changer autant que le système législatif sur plusieurs points. Mais effectivement, on est dans une période, dans une ère ou dans une réalité. Je veux dire comme ça, on est dans une réalité où le fardeau est beaucoup porté par l'employé, par la personne. On est encore dans un monde où la relation employé-employeur est inégale. Puis bon, ça va toujours rester parce qu'il y a quand même une question de hiérarchie là, à avoir, mais on est quand même dans une réalité où l'humain et sa nature n'est pas la priorité nécessairement de l'employeur qui, lui, sa priorité est la profitabilité, la productivité, la rentabilité, bon, bref, on le sait. Puis ça fait pas que ce sont des personnes inhumaines, ça fait juste que, bon, on a chacun notre focus dans nos statuts. Ça amène souvent la conversation de parler de la bienveillance, du bien-être au travail dans la conversation de la performance, de la productivité. Exactement. C'est indissociable. Ça prend toujours un business case. Absolument, absolument. Sauf que, bon, moi, je trouve que, justement, la question de la bienveillance est pas assez considérée pour la productivité. Le lien de corrélation n'est pas assez fait quand il devrait être fait au grand bénéfice de tout le monde. Puis on les voit quand même, les changements, quand on voit avec l'implantation de la loi pour tout ce qui est l'encadrement des facteurs de risque psychosociaux en milieu de travail, là, qui rentre pleinement en vigueur en octobre 2025. Quand on regarde aussi au niveau de l'asymétrie provinciale en termes de loi et d'accessibilité, on voit qu'on peut être patient, mais on a le droit aussi de demander un peu plus. Quand on regarde justement au niveau de demander, là, en ce moment, le fardeau étant sur la personne, j'arrive avec un scénario qu'on voit fréquemment. L'employeur dit
Oh, mais là, si j'ai pas de diagnostic, je sais pas quoi faire. Ou j'ai pas de diagnostic, fait que je peux pas rien lui donner. Ou la personne elle-même qui, elle, soupçonne être neurodivergente se dit, ben, je peux pas rien demander parce que j'ai pas de diagnostic puis j'ai pas l'argent pour me le payer. Fait que dans le cadre légal en ce moment, quand on parle de réactivité, c'est que la personne doit se dévoiler, doit demander, puis l'employeur, lui, là, je vais te demander de venir comme clarifier tout ça dans des mots légaux puis tout, là. Mais dans le fond, l'employeur aurait le droit de dire, ben si tu veux des mesures adaptatives, je te demande un diagnostic. Et encore. Et encore. Et encore, parce que le diagnostic n'oblige pas l'employeur à donner les mesures attendues par l'employé. Dans le sens que mesure adaptative est un mot très intéressant, est une notion très intéressante parce que Ah, puis on parle d'accommodement raisonnable. Au sens de la loi aussi, c'est juste que comme il est chargé émotivement, donc nous, on utilise mesures adaptatives au quotidien, mais au sens de la loi, on parle d'accommodement raisonnable. Oui, merci de faire le lien. Puis c'est vrai que c'est... Est-ce que je te laisserais faire une petite... C'est moi qui lis le podcast. Non, mais je serais intéressée que tu expliques pourquoi c'est chargé émotivement, l'accommodement raisonnable un petit peu. Puis parce que je trouve ça important qu'on donne d'autres... en tout cas, bref, est-ce que tu peux faire comme le parallèle entre accommodement raisonnable puis... Je vais le faire sur le spot de façon, j'espère pas trop boiteuse, mais il y a eu, avec la laïcité, avec l'ensemble de tout ce que ça a évoqué, il y avait eu beaucoup de discordance dans le discours public et très polarisant par rapport aux accommodements raisonnables liés aux pratiques religieuses en milieu de travail. Puis ça a généré beaucoup... malheureusement, de polémiques sur le sujet, puis les gens ont associé ce mot-là à quelque chose qui ne devrait pas l'être, mais à quelque chose de religieux. Fait en utilisant mesure adaptative, c'est qu'on vient dire qu'on octroie une mesure pour adapter le milieu de travail pour que la personne puisse être à son plein potentiel. Mais là, je l'ai fait boiteusement, puis j'espère de pas... c'est vraiment pas boiteux, puis c'était important pour moi qu'on... En fait, j'allais juste ajouter, tu sais, même en sortant de cette... J'adore qu'on a notre troisième nuanceuse. Mais oui, ça a vraiment bon sens. C'est merveilleux. Non, j'aime ça. J'allais... Même en sortant de cette charge-là, dans la formulation d'accommodement raisonnable. Je t'accommode et t'as intérêt à être raisonnable. Oui, exact. Il y a quelque chose de symbolique, de chargé, beaucoup plus que dans la mesure adaptative qui, pour moi, a une connotation moins subjective jusqu'à un certain point. Oui. Après, c'est peut-être un ressenti très personnel, mais quand j'entends accommodement raisonnable, j'y entends un peu raisonnable, raisonne mais raisonne égal, puis dérange-moi pas trop. Oui, puis accommoder, ça résonne aussi avec le mot compromis, le mot... Pour moi, ça vient... On parlait justement de la disparité entre le statut d'employeur et employé, puis ça vient conforter ça, je trouve. Je t'accommode de manière raisonnable et plie-toi à ce qui t'est offert, effectivement. Puis je trouvais ça important quand même pour ceux qui nous écoutent de faire un peu la différence, parce que c'est vrai que le mot accommodement raisonnable, c'est le mot que l'on connaît et que mesure adaptative, on le connaît pas, mais bon, c'est la même chose, juste moins chargé, peut-être plus accessible au grand public, là. Puis effectivement que bon, on revient à nos moutons. Donc mesure adaptative, ce que je disais, c'est que l'employeur, une mesure adaptative doit être quelque chose qui s'intègre bien vraiment dans le milieu de travail. Et c'est important de faire la différence entre ce qui est demandé et ce qui est possible, ce qui est donné et ce qui est requis. Parce qu'il faut vraiment trouver un juste milieu. Moi, j'en fais du droit du travail et j'en ai vu, moi, qui est très ouverte, qui est très informée, qui veut favoriser les mesures adaptatives et l'intégration de différents profils dans les milieux de travail et tout ça. J'en ai vu des mesures adaptatives qui étaient complètement... Là, attention, j'utilise le mot, déraisonnable. J'en ai vu des gens qui auraient voulu, qui se seraient attendus à avoir des mesures qui donnent un poids incommensurable sur les épaules de l'employeur et qui, oui, aurait été la situation idéale. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir s'adapter de part et d'autre. Oui. Puis là, on tombe dans les notions de j'ai juste pardon, mais excessif... Oui, de contraintes excessives. Contraintes excessives, exactement. Je pense que ça. Et ça ramène aussi la conversation dans, c'est pas tant la mesure que le besoin auquel répondre avec une mesure, puis de voir quelle mesure correspond aux réalités de parfois. Et malheureusement, je trouve justement que dans le manque d'ouverture et d'information, c'est comme si on avait un spectre de, je dis n'importe quoi, 10 mesures et c'est celle-ci qu'on doit appliquer. Donc, tu es 10... Parfait, telle mesure s'appliquera à toi. Tu es TDAH, telle mesure s'appliquera à toi. Tu es... Bref. Puis c'est un peu le système qu'on a encore dans les universités qui tend à évoluer, mais moi, je me souviens que ça avait été mon
mon vécu, tu sais, on m'avait dit, si tu veux avoir accès à des mesures, il faudrait que tu dévoiles formellement ton diagnostic à ton dossier. Puis j'avais demandé quelle mesure ça me donnait. Ça me donnait plus de temps en examen. Ce n'était pas mon C'était besoin pas ce que tu avais du besoin. tout. Moi, je suis la première sortie, c'était pas ça, mais c'était comme l'association. Tu sais, exact. Fait qu'il y a une association encore très théorique. Il y a une association encore très, très, très théorique et moins pratique. Donc, ça, c'est un problème parce que les mesures adaptatives, quand on parle justement de faire évoluer ça dans des milieux de travail, devraient être beaucoup plus créatives, devraient être beaucoup plus adaptées. Mais effectivement, qu'encore, ça demande... Puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus parce que ça, c'est un sujet qu'on... Non, mais c'est parce que je trouve ça intéressant. Oui, tellement de choses à dire, mais c'est parce que... Mélissa, tu dis, bon, le fardeau de l'employé de se dévoiler lui incombe et donc ensuite, il y a une association directe qui se fait avec une mesure adaptative et l'employeur est... obligé de considérer l'option quand même de donner des mesures adaptatives. Un employé, là je reviens au niveau juridique, l'employeur ne pourrait pas dire seulement non, je ne regarde pas la situation telle qu'elle est et je ne donne aucune mesure adaptative. Après ça, la discrétion et la latitude dont dispose l'employeur pour le faire est tellement grande que l'effort mis n'est pas Est-ce que l'effort est sérieux, profond et considérable? Probablement que s'il a dit non, je t'ai offert 2 options puis t'en as pas pris une, c'est fait. Il a rempli son fardeau et son obligation. Mais quand vous dites, puis là, c'est vraiment une question de curiosité, là. Quand vous dites, il a le fardeau de se dévoiler, OK? Comment on pourrait... Ça semble être un problème, ce que je comprends, parce que bon, de nommer les choses, de se rendre vulnérable, mais comment on pourrait avoir des mesures adaptatives sans se dévoiler? Comment on pourrait bénéficier de ces mesures-là sans se dévoiler? Moi, ça m'intéresse. Là. C'est un gros morceau, puis note à moi-même dans ce podcast de laisser des articles sur le dévoilement dans l'épisode. Mais c'est que déjà, un dévoilement... Si on le prend au sens de dévoiler un diagnostic, demande qu'il y ait un diagnostic. Donc déjà, il y a un premier morceau qu'on sait qui est juché d'embûche, avoir un diagnostic, vouloir un diagnostic, parce que ça peut être une démarche personnelle, un choix personnel. Ça peut être aussi le fait que je n'ai pas le temps, les ressources, l'argent, les moyens d'aller chercher un diagnostic. Ça se peut que les multiples obstacles dans la manière de diagnostiquer fait que je tombe peut-être un peu dans une craque de divan dans les seuils cliniques et j'arrive pas à obtenir un diagnostic formel. J'ai peut-être des traits qui restent très prononcés, même si je code pas au plan clinique, mais qui fait que j'ai quand même des besoins très valides. Il y a ce morceau-là. Après, le dévoilement, c'est un processus social complexe. Absolument. Ça demande d'analyser chaque fois, est-ce que je peux me dévoiler, dans quelle mesure, à quel degré, avec quelle intention, dans un espace sécuritaire. Suis-je en sécurité de le faire? Je ne sais pas comment la personne va réagir. Y a-t-il des représailles? C'est énorme. C'est comme un coming out, cette affaire, constamment, tout le temps, parce que dans le fond, à partir du moment où tu dévoiles un morceau de ton identité, de ton fonctionnement, de ton profil qui déroge aux attentes normatives, tu dois constamment te dévoiler. Mais ça, je suis vraiment d'accord et je comprends très bien. C'est pas toi que je convainc, je l'amène pour l'auditoire. C'est parfait. Mais oui, c'est ça. J'avais 1000 questions, mais oui, vas-y. C'est une conversation passionnante. Oui, c'est ça. Là, on est passionnés ici. Il faut s'autoréguler dans le temps. Donc, l'autre morceau, j'allais dire, c'est sûr qu'il va y avoir une portion de dévoilement dans ces conversations-là d'obtenir une mesure adaptative. Nécessairement, il y a peut-être une portion de « j'ai un besoin ». Puis déjà, de dévoiler nos besoins, on n'est pas très habitué de le faire. On le fait trop peu, c'est pas toujours bien vu. Et c'est là où je pense que la conversation de la proactivité devient super intéressante. À partir du moment où mon organisation, mon environnement de travail est réfléchi pour qu'il y ait un accès par défaut, entre guillemets, aux mesures adaptatives. Donc, j'ai une boîte à outils qui est disponible et tu viens prendre ton marteau quand tu as besoin d'un marteau puis tu le ramènes pour ton tournevis la fois d'après. J'ai peut-être moins ce processus de dévoilement qui devient obligatoire si je peux être en libre service, finalement, des mesures adaptatives. J'aime ça. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir, le libre service. Mais tout en regardant dans ce qui est réaliste, applicable pour une organisation, je peux peut-être pas entretenir une panoplie d'abonnements et de mesures adaptatives en tout temps. Donc, il y a, oui, une réflexion stratégique, opérationnelle à avoir. Mais c'est là un peu le modèle qu'on avait créé pour la formation dont on va finir par parler à un moment donné, tant de suspense, de qu'est-ce que je peux mettre en libre service, de qu'est-ce qui demande réellement un dévoilement, un diagnostic, une structure plus formelle. Parce que oui, il y en a des choses qui vont avoir une charge financière ou une demande d'organisation qui vont demander une justification. Mais il y a pas mal d'affaires qui pourraient être mises un peu plus vite, un peu plus disponibles. Puis je rajouterais aussi comme
autre dimension à cette réflexion-là, c'est quand on regarde toute la documentation sur le disability con, qu'on dit en anglais, là, qui est toujours ce biais-là. Du handicap. C'est ça, le biais que quelqu'un comme va faker ou va l'utiliser à son bénéfice, alors que ce n'est pas le cas. Tu sais, ça peut être marginal quand des situations comme ça arrivent. Puis même quand on parle de handicap visible ou physique, tu sais, la personne qui utilise un fauteuil roulant, par exemple, la minute qu'elle va se lever, ben là, on va remettre en question le fait qu'est-ce qu'elle fait en chaise roulante. Mais peut-être qu'elle en a besoin pour se déplacer, mais qu'elle est capable de se lever momentanément pour aller chercher un item, puis après ça. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de vivre une situation de handicap, puis les gens n'ont pas ces connaissances-là, puis vont avoir beaucoup de biais et de préjugés capacitistes. Ce qui fait que de se dévoiler vient aussi avec tout ça de OK, va-tu falloir que je le redise à chaque fois parce que là, tout d'un coup, on va oublier que ou comme j'ai l'air de mieux aller. Fait faut que j'aille bien tout le temps. Mais c'est vraiment intéressant. Puis je pense que c'est là peut-être tout le nœud de la discussion parce que tu as introduit le côté législatif en parlant du fardeau qui appartient à l'employeur et le fardeau plus émotionnel qui appartient à l'employé de se dévoiler et la solution, comment on peut contribuer tout le monde ensemble à faire en sorte que ce soit mieux. J'aime beaucoup cette idée-là, justement, d'avoir accès par défaut parce que au niveau de la loi, en ce moment, effectivement, il faut que ce soit demandé par l'employé d'avoir une mesure adaptative, un accommodement raisonnable, et l'employeur peut exiger justement que cette demande-là soit appuyée d'un diagnostic pour éviter les débordements, pour éviter la fraude et les abus et tout ça. Et même avec un diagnostic, l'employeur n'est pas obligé d'appliquer des mesures adaptatives tel que attendu par l'employé ou tel que décrit dans le diagnostic ou suggéré dans le diagnostic. Il doit faire un effort raisonnable pour appliquer ça. Donc, si il y avait justement une boîte à outils, libre-service, un accès par défaut de plusieurs moyens élaborés et détaillés, on n'aurait pas ce processus-là à faire qui est aussi lourd pour l'employé que pour l'employeur, à des niveaux différents, bien entendu. Mais effectivement, mais effectivement, parce que puis la notion de refus, tu sais, du diagnostic par l'employeur, donc ça son pouvoir discrétionnaire dans le processus, ça aussi peut avoir des abus de l'autre côté. Tu sais, donc, comment on prévient ça? Puis en ce moment, effectivement, la législation n'est pas encadrante n'est pas déterminante sur comment on définit le raisonnable, l'effort raisonnable de l'employeur d'avoir mis ces mesures-là. Ça reste à géométrie variable selon la grosseur de l'organisation. Plus que t'es gros, puis t'as des moyens, puis plus que prouver que c'était une mesure excessive risque d'être plus difficile. Oui, et malheureusement, c'est souvent plus que t'es gros et que t'as des moyens que les mesures, moi, dans ce que je vois, là, soit dans la jurisprudence ou soit dans les cas d'espèce, ben que l'adaptabilité va être plus uniformisée et formatée que au cas par cas, que l'individualité puis l'humanité va être moins considérée. Donc là, on se retrouve dans un peu une dichotomie de ben vous auriez vraiment les moyens d'instaurer des voyons des mesures adaptatives créatives, variées. Et vous ne le faites pas parce que vous êtes une grosse organisation qui est peut-être plus difficile à faire bouger. Le paquebot est moins facile à Mais là, après ça, on se retrouve David contre Goliath aussi parce que l'employé qui a besoin d'aller cogner en haut pour aller chercher ces mesures adaptatives-là, c'est encore plus intimidant. Tu sais, la notion de dévoilement puis du fardeau émotionnel qui vient avec, c'est encore plus intimidant que d'aller dans une petite équipe où le sentiment d'appartenance et humain soit vraiment là. Je vais essayer d'être rapide parce que je vois le temps qui file, mais je pense que c'est le défaut que je vais amener ou je vais trouver à mesure adaptative, c'est cette idée que l'organisation doit faire un effort de s'adapter vers une personne et ça vient créer cette association de quand j'offre une mesure adaptative, je crée un raccourci, je donne une faveur. Alors qu'en fait, on parle d'enlever des barrières. Les mesures adaptatives sont bien plus pour contourner des obstacles qu'on a créés comme société, pour créer de l'accès que les autres ont parce qu'ils n'ont pas le même besoin, ne font pas face aux mêmes défis, mêmes réalités, que de créer des raccourcis, de donner des faveurs. Puis ça revient à la notion des trottoirs abaissés. En ayant abaissé les trottoirs, j'ai
permis l'accès à plusieurs personnes, dont des personnes qui vont utiliser une chaise roulante, et je n'ai rien enlevé à d'autres personnes. Ça va même potentiellement m'être utile le jour où je déménage, le jour où j'ai besoin de pousser une poussette. Moi, je dis souvent, tu sais, que j'ai pas d'enfant, donc je connais pas cette réalité-là, mais on me l'a amené souvent, que tu découvres l'importance de l'accessibilité le jour où tu pousses une poussette. Parce que Absolument. tu as des obstacles que tu n'affrontais pas avant dans les trottoirs qui deviennent tes nouveaux némésis. Absolument. Dans les portes à ouvrir, effectivement. Exact. Donc, la mesure, en fait, elle est là pour faciliter le fait qu'il existe un obstacle et que j'ai besoin. Mais ce que tu viens de dire, puis je pense que, tu sais, au niveau même juridique, c'est cette notion-là qu'il faudrait... Puis le niveau juridique est là beaucoup pour la protection, tu sais, du public et tout ça. Donc, la notion que tu viens d'apporter de « ça n'enlève rien au commun des mortels et au reste de la population est tellement importante. Puis je pense que c'est ça qu'il faudrait marteler, de dire que des changements législatifs ne sont pas pour favoriser une partie au détriment de l'autre, mais bien favoriser une partie sans détriment de l'autre et même que l'autre va en bénéficier aussi. Oui, parce que il c'est y aura toujours peut-être ça, un la ajustement peur, des là. privilèges, mais Oui, et ça, oui. ça peut être inconfortable. Ça On peut être l'empêchera pas. inconfortable, effectivement. Oui. Voilà. Et on est bonne, il nous reste 10 minutes. Mais là, faut parler du fameux modèle. Faut regarder les petites notes qu'on s'est mises en début. Ça, on vous parle d'un modèle, puis on aimerait ça l'aborder un petit peu. Mélissa, veux-tu nous le présenter? Ce modèle qui va avec tout ce qu'on dit depuis tantôt, justement, avec le libre-service, avec l'accessibilité. Oui, c'est ça. C'est que si on essaie d'aller au-delà de ce que la loi dicte comme ligne de base, qu'on va dire, là, qui est un peu poche, là, comme on vient d'exprimer de plein de façons, là. Excusez, je suis bien franche là, sur le sujet. Les organisations, pour le bénéfice de l'organisation, pour le bénéfice de tout le monde dans l'entreprise et surtout pour enlever les barrières pour les personnes qui vivent des situations de handicap, on peut réfléchir de façon plus proactive. Fait que ça veut dire que en même temps, avec la nouvelle loi sur les facteurs de risques psychosociaux, il y a beaucoup de choses là-dedans qui viennent à répondre aussi à une loi sans le voir juste comme du flafla. On fera un deuxième podcast qui Oh parle non. de cette loi-là. Ça va être... Tellement plate de faire un épisode avec Adèle, encore une fois. Oui, puis moi, cette loi-là, tu sais, je l'attends avec grande impatience, Oui. puis je l'ai étudiée un petit peu. Tu sais, bon, j'ai suivi son évolution, mais quand elle va être installée, instaurée, ça va... Encore là, je m'en dis, ça va changer de grandes choses, mais bon, au niveau législatif, ça change plus subtilement, plus Oui. doucement, parce que... La jurisprudence doit commencer à Oui, rentrer puis c'est des tranquillement, humains, puis c'est dans le ça. sens que c'est pas, oui, le texte de loi existe, mais après ça, l'intégration, l'application, la familiarisation, mais oui, moi, je vais donner des formations sur cette loi-là, assurément, puis on reviendra en parler pour informer Plein le de public. projets qui nous attendent toutes les trois. On continue, Mélissa. Fait que dans le fond, comment est-ce qu'on est capable de regarder dans le cadre de notre organisation, puis ça peut prendre la place, tu sais, ça peut prendre la forme d'une politique, mais justement, qu'est-ce qu'on est capable de mettre disponible comme une trousse à outils à tout le monde? Ça peut être défini par qu'est-ce qu'on a comme moyen, qu'est-ce qu'on a comme contexte, puis après ça, graduellement, jusqu'où est-ce qu'on va pour dire que tout d'un coup, ça devient une contrainte excessive, puis il y a toutes sortes de nuances et de progressions prévues par ce modèle-là avant de se rendre à la contrainte excessive qui, elle, devient vraiment le dernier recours. Puis on a eu beaucoup plus d'espace à la créativité avant, que ce soit au niveau de l'organisation ou dans la relation entre l'individu et l'organisation, quand on arrive au plan plus individuel, si ce qu'on a défini pour la trousse à outils libre accès à tout le monde ne suffit pas pour ces besoins-là. OK. Non, Quelle est la question, Mélissa? oui, c'est ça. Non, Est-ce qu'il y avait une question? Il n'y a pas de question, non, mais... Non, mais OK, réfléchissons tout le monde ensemble. Ensemble. Mais je pense que tu sais, la réponse à la non-question, en fait. Non, mais la réponse au sujet en ce moment, c'est tout ce qu'on vient de dire. Tu sais. Puis les mots-clés, je pense que c'est vraiment créativité, c'est vraiment être informé, c'est vraiment ouverture. Puis honnêtement, les filles, votre mission dans les associations, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être plus pertinent pour ce changement-là dont tu parles que vous qui allez informer. Parce que sinon, ça se fait comment, justement? T'sais, je l'ai dit, au niveau législatif, ça va arriver, ça va venir, c'est lent, c'est long, c'est fastidieux, c'est un processus bureaucratique, etc. Donc, comment on fait en parallèle de ça pour, il faut des femmes comme vous, il faut informer absolument, il faut aller parler de la loi qui s'en vient. Il faut aller parler justement de rappeler le fardeau à l'employeur de ce qu'est une mesure adaptative, défaire le préjugé lié au terme mesure adaptative, parce que je vous le dis, j'en ai parlé à des employeurs, j'accompagne des entreprises, je les connais, leurs réactions. Quand on parle d'accommodement raisonnable, quand on parle de mesure adaptative, c'est
pour eux, c'est une charge. Et c'est pas juste une charge de « Oh, ça me tente pas de me... » C'est très émotif aussi parce qu'ils ont peur de mal faire. Parce que l'employé qui ne se sent pas reçu ou écouté, à tort ou à raison, a des moyens de déposer des plaintes, a des moyens de faire des poursuites qui sont très intrusives, qui sont très... c'est une grande charge là, pour un employeur, tout ça. Donc, la prudence est de mise. Donc, on comprend ça. Donc, mais d'aller éduquer et l'employeur et l'employé, comme vous le faites, avec de l'information, de l'ouverture et appeler à la créativité, pour moi, en ce moment, là, c'est la solution la plus directe puis la plus pertinente à faire parce que on peut pas changer la direction d'un bateau là, à nous seuls. Là, un système, une culture. Là, mais effectivement, il faudrait que chaque entreprise puisse avoir accès à un cheminement créatif et un cheminement informatif ouvert, un think outside the box pour dire, OK, dans ton milieu, quel genre de profil tu as et qu'est-ce qui peut s'appliquer, puis qu'on fasse cette belle boîte à outils-là. Mais c'est un travail de longue haleine, là, parce que chaque milieu va avoir une boîte à outils différente, tu sais. Mais tu sais, je pense qu'il y a un morceau aussi qui vient avec une espèce de réflexion, comme tu disais, sociétale, mais organisationnelle aussi. Si je reprends l'exemple de l'examen, oui, on va avoir des mesures adaptatives de plus de temps d'examen pour certaines personnes, sauf que si tu te rends compte que il y a une augmentation des demandes, que le besoin d'avoir plus de temps commence à se généraliser. Puis, tu sais, ça peut être dit à la blague, mais pas tant. Moi, j'en connais des universités où c'est normal, entre guillemets, que les étudiants et étudiantes ne terminent pas leur examen, que la moyenne soit de moins de 40%. Je suis comme, en quoi il n'y a pas une réflexion de à quoi sert l'examen, qu'est-ce qu'on évalue, puis pourquoi c'est normal qu'on mette tout le monde en situation d'échec? Et rendu là, si la mesure adaptative sert à contourner un système qui est brisé, tu sais, ça fait aucun sens. Fait il y a aussi quelque chose de plus grand que la notion de mesure adaptative pour certaines personnes, certains profils qui ont des besoins qui, justement, sont différents de cette majorité-là. C'est ça. Puis au final... Le problème sociétal. Ben non, mais c'est parce que c'est ça que je disais, là, c'est que là, on se bat contre des systèmes. Là. Tu sais, là, tu parles du système d'éducation. Là. On pourrait faire 800 épisodes sur la question. Là. Mais je veux dire, on se bat contre des systèmes d'ultra-performance, de bureaucratie. C'est immense. Là. C'est immense. Oui. Puis, ça m'a glissé de l'esprit ce que j'allais dire. En plus, il faut qu'on close. On close. 40 minutes pour révolutionner le monde, c'était pas facile. C'était pas facile, mais pertinent et utile. Voilà. Mel, est-ce que c'est un boomerang? Je vois la détresse dans tes yeux. Ça semblait très pertinent. Oui, parce qu'il faut pas dire aux gens, si t'oublies, c'est parce que c'était pas important. C'est tellement pas le cas. C'est tellement pas le cas. C'est pas dans nos cerveaux à nous, en tout cas. C'est faux. Mais je pense que j'aimerais juste ça, tu sais, être clair sur le fait que oui, c'est des gros systèmes, puis oui, on se remet en question, mais... Oh, c'est ça que je voulais dire. Ah, yes! Tu sais, puis ça, tu pourras probablement le dire beaucoup plus que moi, mais je mettrais ma main au feu, là, que c'est plus simple de mettre en place une politique avec le modèle qu'on a développé que de se taper une poursuite. J'y crois aussi. Ah ben oui, absolument. Puis c'est, quand je dis qu'il faut informer puis qu'il faut éduquer, c'est ça aussi. C'est la peur, la terreur dans les yeux de l'employeur qui entend le mot mesure adaptative. Il faut la décortiquer pour dire, écoute, mon cher personne, ma chère personne, cette mesure adaptative-là, faite avec conscience, lucidité, créativité, ouverture, information et bienveillance, va t'éviter. On est en mode préventif, là. Oui. Oui. On est en mode préventif. Et moi, mon travail, c'est ça. Mon travail, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut établir des zones de compromis, puis des zones de discussion, puis des zones d'adaptabilité, peu importe que ce soit dans un milieu de travail ou dans d'autres milieux juridiques, que de guérir devant un litige où finalement, on va avoir un décideur qui ne considérera rien de la partie A ni de la partie B et qui va trancher avec les faits et données qu'il lui aura devant lui sans nécessairement prendre en compte toute l'humanité nécessaire et les nuances derrière. Donc, on est en prévention. On est vraiment en prévention. Puis oui, effectivement, puis le mot poursuite pour les employeurs est très épeurant. Donc, on va lui dire, qu'est-ce que tu as plus peur? Qu'est-ce qui te fait plus peur? Mesure adaptative ou poursuite? Puis là, on va faire la balance entre les deux, puis on va aller travailler là-dedans. Une autre idée de visuel pour toi, Mélissa. Mais c'est vrai,
Effectivement, c'est un bon visuel. Puis au bout de la ligne, une mesure adaptative coûte probablement très peu cher ou rien du tout dans bien des cas. Un diagnostic peut coûter des fois jusqu'à 5 000 $, des fois même plus. Puis une poursuite, ben ça coûte un char puis une barge. fait que si on met tout ça en... épisode? Rempli, dynamique, passionné, informatif, oui. Fait que vous ne connaissiez peut-être pas Adèle avant, maintenant vous la connaissiez, notre 3e nuanceuse non officielle. J'aime ça. Je porte le titre avec fierté. J'adore. Mais merci beaucoup, les filles, de m'avoir donné le micro pour pouvoir participer à cette émission-là très informative et de rendre ça le plus accessible possible. Puis vous m'invitez quand vous voulez. Là, on a d'autres sujets à élaborer. On laisse tous les liens pour te contacter également parce que tu es une personne extraordinaire. Oh, merci. Je vous renvoie l'appareil. Merci. Cher auditoire, merci aussi. On se retrouve bientôt dans un autre épisode. Bye tout le monde. Bye. T'as apprécié l'épisode puis t'aimerais en savoir plus sur la neuroinclusion? Viens nous suivre sur LinkedIn ou abonne-toi à notre infolette en venant sur notre site à l'adresse nuance.com. Ça s'écrit nuance.com.